Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici notre programmation pour l'édition du 23 mars. Le projet Un logement à Chandler, le mois de la nutrition, le nouvel organisme de Matapédia-Percé, la zoothérapie, le drag à Passepébiac. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec l'inauguration officielle de la campagne de financement de Un logement. Un événement marquant qui a rassemblé de nombreux acteurs communautaires et partenaires du projet. Cet organisme ambitieux prévoit de construire plusieurs unités de logement abordables à Chandler et ces logements sont spécifiquement destinés aux personnes vivant avec un handicap afin de leur fournir un cadre de vie adapté à leurs besoins et de favoriser leur autonomie. Ensemble pour un avenir plus inclusif, c'était le slogan de l'événement afin de faire briller l'organisme Un logement qui était de passage à Chandler pour le lancement officiel de leur campagne de dons en soutien au projet Chandler. Le projet offrira des unités de logement situées à Chandler spécialement dédiées aux personnes autonomes à faible revenu vivant avec un handicap. La mission d'Un logement, c'est de développer et d'offrir du logement abordable et adapté aux personnes qui en ont vraiment besoin, des personnes qui vivent avec un handicap, déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, et également aux personnes âgées qui bénéficient des adaptations et qui ont besoin d'un logement abordable. Ça fait plus de 23 ans que cet organisme-là existe. Combien d'immeubles vous avez offerts? Aujourd'hui, on a 38 immeubles, puis on en a plusieurs en construction qui vont être complétés là, d'ici l'été 2025. On est à 263 logements, plus qu'une centaine en construction, et on vise d'en débuter un autre 150 là, en 2025, dont potentiellement celui de Chandler. Votre logo, là, c'est comme une petite maison entourée d'un cœur. Ça reflète-tu à vos valeurs? Certainement. Dans le fond, Un logement, c'est l'immobilier qui fait du bien. Nous, on veut développer de l'immobilier qui redonne l'estime et la dignité aux gens qui en ont le plus besoin. Donc, la maison, le cœur, ça dit tout. Oui, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez constaté l'impact que ça a eu sur des gens, les logements comme ça? Oui, ça a un impact positif qui est très grand. Souvent, les gens sont dans des logements qui sont pas adaptés pour eux, où ils ont de la difficulté à accomplir les tâches quotidiennes. Des fois, ils peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont dans des deuxièmes étages et qu'il y a des seuils de porte, des marches. Il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent pas partir de chez leurs parents, sont pas capables d'aller accéder à leur premier appartement parce que c'est pas adapté, également parce que c'est pas abordable. Les gens qui vivent avec un handicap, malheureusement, ont plus de chances d'avoir des revenus plus faibles que la population en général. Donc, ça augmente le besoin de logement abordable. La statistique qui est sortie, c'est qu'une personne qui vit avec un handicap a 3 fois plus de chances d'avoir besoin d'un logement abordable. Donc, est affectée 3 fois plus par la crise du logement que l'ensemble de la population. D'où un besoin criant auquel on essaye de répondre, du moins en partie. Avez-vous un objectif de logement à créer? Oui, nous, on veut aider 1500 personnes supplémentaires à travers le Québec, personnes ou familles d'ici 2030. La Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, c'est notre deuxième pôle. On va continuer dans cette région, mais on veut également commencer dans d'autres pôles, ouvrir un troisième et un quatrième pôle dans les prochaines années. Avec un objectif ambitieux comme ça, là, ça prend des partenaires. Oui, mais on est chanceux. On a d'excellents partenaires. Ça commence souvent par les municipalités, puis les communautés, les organismes locaux, les comités de parents, comme celui de Mme Mauger, qui ciblent un besoin et qui viennent nous aider. Mais on est également appuyé par Desjardins qui aujourd'hui a annoncé un don pour le projet, mais également au niveau de nos hypothèques de démarche de construction. Le Fonds de solidarité de la FTQ est également notre partenaire depuis plusieurs années. Avec eux, on a accès à du capital patient. La SCHL vient également nous épauler dans plusieurs projets au niveau de conditions avantageuses. On reçoit également dans de multiples projets des subventions des 2 paliers de gouvernement. Donc, puis on a également toute une communauté de gens, d'organismes qui nous supportent, qui parlent de nous, qui vont aller chercher des dons, aller chercher du support. On a des grands donateurs. Madame Roy a parlé de Thierry Pétry à Gaspé qui a fait un généreux don de 100 000 $. On a également des plus petits donateurs comme notre donateur anonyme qui nous a fait un premier don, mais c'est
tous les dons sont importants, tous les gestes sont importants. Nous, on a vraiment un modèle où ça prend tous ces partenaires-là pour réussir à monter le projet, à aller de l'avant, mais surtout d'offrir des logements de façon pérenne qui vont rester abordables pour toujours. C'est quoi l'implication de l'organisme Joie de vivre avec Angle Logement? Bien, je dois dire que avec ma venue comme à la direction de la Joie de vivre, bien là, on s'implique en tant qu'organisme parce qu'à la base, moi, mon implication, c'est vraiment en tant que parent d'un enfant avec besoins particuliers. Il fallait que le projet parte du milieu. Dans le fond, on s'est créé un comité de parents. Puis, on s'est mis à la recherche de qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans le Québec comme logement, comme formule déjà faite, dans le fond. Alors, en logement, ils prennent du terrain partout au Québec, puis on les a découverts, on les a sollicités, on les a séduits, et puis on a fait nos devoirs en tant que comité de parents. On est allé rencontrer la ville de Chandler pour leur demander un don de terrain, parce que tout bon projet comme ça, les villes doivent être partenaires, et puis ils ont accepté, puis voilà, tout ça découle. Puis la Joie de vivre, qu'est-ce que ça fait? Bien, elle est quand même là depuis le début parce que en tant que parent, l'automne dernier, on avait été à la Joie de vivre, Dany, l'autre parent et moi, avec l'ancienne direction, pour faire un samedi porte ouverte pour répondre à des questions parce qu'il nous fallait des noms. En logement, on nous demandait une banque de noms pour pouvoir commencer le projet, puis aussi avoir des partenaires du milieu qui s'affichent avec le projet, qui sont intéressés là, à s'investir. Alors, ça s'avait fait à la Joie de vivre. Puis là, ben c'est ça, ma venue comme directrice depuis septembre, ben, fait que j'ai encore plus d'intérêt à la réalisation du projet, puis il va sûrement en avoir d'autres aussi grâce à la Joie de vivre, justement. Connaissez-vous des gens qui seraient intéressés? Ah oui, nous, quand on a commencé à faire des appels avec justement la banque de noms de membres de la Joie de vivre, parce que c'était la seule banque de noms qu'on avait accès. Alors, c'est sûr que là, une quarantaine de personnes se sont manifestées et ça continue à se parler. Je reçois des appels régulièrement. Et puis, quand ça va être le temps, justement, de recueillir tous les noms, bien, sûrement que là, il va y en avoir d'autres qui vont se manifester. On n'est vraiment pas inquiets pour pouvoir combler les 32 unités. La campagne démarre bien avec un don de 64 000 de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien ainsi qu'un don anonyme de 10 000 De plus, la ville de Chandler a fourni un terrain pour renforcer la réalisation du projet de 32 unités de logement adaptées dans leur localité. Aujourd'hui, c'était quoi la raison de la rencontre? Aujourd'hui, on lançait notre campagne de dons pour Chandler. Donc, on commence à amasser des dons pour le projet de Chandler. On vise à aller chercher 100 000 par immeuble. Donc, pour la phase 1, 400 000 C'est bien commencé avec 2 dons importants aujourd'hui. Mais on va également, sous peu, agrandir notre campagne de donation. Nous, on va lancer une campagne de dons de 1,5 million pour cette année pour aller chercher, dans le fond, là, les fonds qu'on a besoin pour faire de multiples projets là, en 2025 et en 2026 à travers le Québec. C'est quoi le commentaire d'un de vos locataires qui vous a le plus touché? Il y en a plusieurs, mais il y a un à qui je pense, c'est vraiment, il allait arriver dans son appartement puis il disait « Hey, maintenant, j'ai le plus bel appartement de ma famille puis c'est moi qui vais recevoir à Noël. » Il était tellement content, c'était contagieux. Ça, c'est un commentaire. Mais tantôt, je vous ai lu aussi la lettre de Magali, qui est une jeune déficiente intellectuelle qui a rêvé d'avoir cet appartement-là pendant 3 ans puis qui a pris la peine de venir nous lire une lettre, même si c'était très difficile pour elle, elle est très timide, parce qu'elle voulait nous remercier, parce que son rêve s'était réalisé. On est chanceux de voir l'impact qu'on a. Pour nous, c'est une récompense. C'est ce qui nous motive à en faire plus parce qu'on veut aider plus de personnes. On veut redonner la dignité. Des fois, on ne réalise pas combien on est chanceux, mais un logement, c'est la base de l'estime de toi, c'est la base de la dignité. Puis on pense que tout le monde y a droit, peu importe sa condition. Bien, merci beaucoup et bravo pour votre initiative. Merci. En mars, c'est le mois de la nutrition. Un moment crucial pour prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. C'était donc l'occasion idéale pour rencontrer Émilie Bourdage, diététiste nutritionniste au CIS de la Gaspésie. Elle nous aide à mieux comprendre comment des choix alimentaires avisés peuvent influencer notre santé et notre bien-être au quotidien. Émilie, en quoi ça consiste ton travail?
Moi, je suis diététiste nutritionniste pour le CIS de la Gaspésie. J'ai un volet en nutrition pédiatrique, puis aussi un volet en santé publique. Donc, ce qui m'amène à faire de la promotion de la saine alimentation. Qu'est-ce que ça fait, une diététiste? Dans le fond, une diététiste sont formés en nutrition pour vous aider, vous et votre famille, à avoir les meilleurs soins nutritionnels qui sont sûrs, qui sont efficaces pour vous. Donc, on peut penser là, que c'est fondé quand même sur des données probantes. Donc, on n'est pas là pour faire la promotion de régimes ou des régimes, des diètes à la mode non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est sur la science, qui va avec votre état. Puis il y a plein de façons, là, plein de sujets pour aller rencontrer une nutritionniste. Ça peut être pour la relation avec la saine alimentation. Ça peut être aussi pour aider à gérer une problématique de santé qui peut être aiguë ou chronique, comme par exemple le diabète, l'hypertension, par exemple, ou aussi pour des performances sportives. Y a-t-il une différence entre une diététiste et une nutritionniste? Une diététiste, dans le fond, c'est un titre qui est protégé par la loi partout au Canada. Donc, quelqu'un qui se dit diététiste a suivi la formation de 4 années d'université, puis il a répondu aussi à des critères, à des normes pour avoir le titre. Ça, c'est au Canada. Par contre, en Alberta, Nouvelle-Écosse et aussi à l'île du Prince-Édouard et au Québec, on peut aussi se faire appeler nutritionniste. Donc, le titre est protégé par la loi au même titre que diététiste dans ces 4 provinces-là. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition? Mars, c'est le mois de la nutrition, effectivement. C'est une façon là, de faire connaître notre profession, puis aussi de donner de l'information sur l'alimentation aux gens. C'est un thème qui revient habituellement à chaque année. Par contre, cette année, pour une première, ça va être un thème qui va être réutilisé aussi l'année prochaine. C'est un thème qui est quand même assez large, on a beaucoup de choses à dire, donc c'est une bonne idée qui se répète l'année prochaine. Le thème de cette année, c'est bien manger pour s'épanouir. Donc, ça nous fait réfléchir le lien profond qui existe entre l'alimentation et toute la santé globale. Donc, c'est plus que de s'alimenter pour un besoin physique, biologique, c'est pour se rassembler, pour tisser des liens sociaux, culturels. Donc, c'est quand même assez large pour l'alimentation. Mettre un peu de plaisir dans qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, dans le fond. Oui, exactement. Notre alimentation, là, c'est quoi son effet direct sur notre santé physique? Sur la santé physique, c'est vraiment de nourrir notre corps. Donc, on pense plus à manger pour avoir de l'énergie, pour notre système immunitaire, puis aussi là pour prévenir des maladies chroniques. OK. Donc, on peut penser au guide alimentaire. Donc, on tente de manger des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines de qualité à chaque jour pour nous donner de l'énergie. Puis, dans le fond, si on a une alimentation qui est déséquilibrée, bien des fois, ça peut nous apporter de la fatigue, plus de risque d'avoir des troubles digestifs, puis avoir des infections, par exemple. Ça serait quoi le lien entre notre alimentation et puis notre santé mentale? Notre santé mentale, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour faire le lien entre les deux. Dans le fond, on devrait penser que de s'alimenter, oui, ça nourrit notre corps, mais il faut aussi nourrir notre cerveau. Parce qu'un cerveau qui est bien nourri, ça diminue les risques de dépression et d'anxiété. Ça serait quoi une hydratation adéquate? Une hydratation, dans le fond, les besoins vont varier selon les personnes, mais il faut se rappeler quand même que nos cellules sont faites là, à 3/4 d'eau. Donc, c'est bien de boire suffisamment à chaque jour. J'aimerais vous inviter à aller consulter le site Internet Diététistes du Canada, puisqu'il y a beaucoup d'informations sur le mois de la nutrition, l'alimentation en général, il y a des recettes, il y a des vidéos. Donc, vous êtes invité à aller sur ce site-là. En terminant, c'est important de se rappeler que de bien manger, c'est plus qu'un besoin biologique. C'est un acte qui est essentiel pour notre santé mentale. Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. Comment vivre avec des douleurs chroniques au quotidien? C'est ce que doivent vivre les personnes atteintes de fibromyalgie. Nous avons rencontré Mathieu Follum, un membre du comité citoyen de la toute nouvelle association de fibromyalgie et des douleurs chroniques Matapédia Percé. Il nous renseigne sur cet tout nouvel organisme en région qui apportera un soutien précieux
aux personnes atteintes de cette maladie et permettra de sensibiliser le public à cette maladie encore méconnue. Mathieu, c'est quoi le nouvel organisme que vous avez créé? En fait, la nouvelle organisme, ça s'appelle Association Fibromyalgie et douleurs chroniques Matapédia Percé. Ça vient d'où l'idée d'avoir créé ça ici? L'idée part au fait que ma conjointe a eu le diagnostic il y a à peu près 1 an. Puis on s'est dit, bon, on va faire des recherches sur cette maladie-là parce qu'elle n'est pas tant connue, puis elle avait aussi peu de services en région. Donc, en faisant les recherches, on s'est aperçu qu'en Gaspésie, il n'y avait aucune association qui existait pour ça. Donc, on a contacté la Société québécoise de la fibromyalgie pour savoir pourquoi en Gaspésie, il n'y avait aucune association de ce type-là. Puis, en fait, on nous a dit justement que ça prenait des citoyens même de la région pour débuter une association. Donc, ils nous ont mis aussi en contact avec 2 autres personnes qui désiraient aussi débuter une association de ce genre-là. Donc, c'est pour ça que finalement, on est 4 membres créateurs de l'association depuis décembre 2024. La fibromyalgie, là, ça consiste en quoi, cette maladie-là? En fait, la fibromyalgie, c'est une maladie au niveau de la perception de la douleur. C'est des symptômes plus que les gens ne voient pas. C'est une douleur, exemple, quelqu'un qui a un bras dans le plâtre, on voit que ça peut être douloureux, tandis que la fibromyalgie, on le voit pas. C'est vraiment le réseau au niveau du cerveau pour la perception de la douleur qui est très différente et très exacerbée chez une personne. Si moi je me touche, ça me dit que j'ai aucune douleur, mais si je touche une personne qui a la fibromyalgie, ça se peut que le cerveau détecte, exemple, une brûlure au 2e ou 3e degré. C'est un exemple de douleur qu'on peut avoir. Puis il y a aussi tout ce qui est fatigue, troubles de sommeil, troubles de concentration. C'est toutes des choses, ça vient ensemble avec cette maladie-là. Mais je crois que c'est difficile à diagnostiquer, hein? Oui, extrêmement difficile parce qu'il n'y a aucun test diagnostique fixe, tu sais, comme un scan, un IRM ou autre chose. C'est vraiment, faut aller par élimination. Donc, il faut éliminer tous les autres types de maladies auto-immunes avant de donner ce diagnostic-là. Puis, dans le fond, c'est un diagnostic aussi avec des points de douleur. Donc, il faut avoir un tel nombre de points de douleur sur 18 pour dire qu'on a la fibromyalgie. C'est quoi les objectifs de votre nouvelle association? L'objectif, dans le fond, c'est d'essayer de faire connaître la maladie, aussi enlever les mythes, tous les jugements que les gens peuvent avoir, puis aussi essayer de faire en sorte que les gens de la région ne se sentent pas isolés, puis avoir des services, un soutien. Puis ce qu'on aimerait en premier lieu, c'est quand les gens ont le diagnostic, qu'ils se fassent dire par le professionnel de la santé, bien écoutez, il y a un organisme qui existe, vous pouvez les contacter, puis eux, ils vont vous aider, vous soutenir dans comment apprendre à vivre avec la maladie, parce que bien sûr, il n'y a pas de traitement non plus. C'est vraiment traiter les symptômes de façon non pharmacologique. Fait que dans le fond, c'est surtout traiter comment qu'on va gérer nos douleurs. Effectivement, c'est vraiment selon comment qu'on va gérer la douleur, l'exercice physique, le sommeil. Donc, c'est toutes ces choses-là entrent en compte avec la gestion des symptômes. C'est quand est-ce que vous allez avoir votre première AGA? On a eu beaucoup de rencontres dernièrement comme comité créateur, mais notre première assemblée officielle sera le 9 avril prochain. Donc, on a bien hâte là, que ce soit officiellement débuté avec notre rencontre d'ouverture. Fait qu'on va éviter la population à se rendre là. Ça va être à quelle heure exactement? Puis où? Actuellement, on n'a pas d'heure précise. Okay. Donc, ça va être le 9 avril, comme je disais. Les gens vont pouvoir se renseigner sur notre page Facebook Association Fibromyalgie et douleurs chroniques Matapédia Percé. Puis, dans le fond, on invite les gens à nous suivre. On va mettre aussi le mémo au niveau de la date de l'Assemblée. Puis on invite aussi les gens, s'ils désirent venir membres ou seulement s'impliquer auprès de l'association. On est ouvert à tout type d'implication. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Linda Bugeaud de Pic et Poil, spécialisée dans l'intervention en zoothérapie. Ses témoignages sur la façon dont les animaux peuvent nous aider et nous apporter un soutien précieux sont fascinants. Grâce à cette méthode, des personnes découvrent un nouvel élan de motivation pour surmonter leurs défis au quotidien, tout en bénéficiant de la présence réconfortante et joyeuse que les animaux peuvent offrir. Pourquoi vous avez décidé de travailler en zoothérapie?
Oh là là, bonne question. Dans le fond, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 16 ans. Je me passionne beaucoup pour l'intervention. Et dans le fond, j'avais entendu parler de la zoothérapie, que ça pouvait avoir plusieurs bienfaits chez les enfants qui vivaient des grosses choses. Donc, j'ai décidé d'aller me former à cette époque-là à Zoothérapie Québec. Et par la suite, j'ai décidé d'aller me former avec une formation reconnue là, pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'avais commencé avec mon petit lapin dans mes débuts quand j'étais au centre de pédiatrie sociale à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai eu un jeune que, lui, dans le fond, avec tout ce qu'il avait vécu, il ne voulait plus parler avec des intervenants. Donc, j'ai privilégié l'approche avec le lapin. Donc, je lui ai dit, ben parle avec mon lapin, il ne pourra pas dire qu'est-ce que tu lui dis. Et là, on a réussi à créer un lien ensemble. On a été capable d'aller plus loin. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à intégrer la zoothérapie, là. À qui ça s'adresse exactement, la zoothérapie? Oh mon Dieu, ça s'adresse pas mal à tous les âges, je dirais. Moi, je me spécialise plus avec la clientèle jeunesse. Dans le fond, faut être formé là, en relation d'aide et ensuite, il faut faire un cours reconnu par la Corporation des zoothérapeutes. Donc, on parle d'un cours de plus de 500 heures où on va apprendre justement comment intervenir avec les différentes clientèles. On va aussi apprendre tout ce qui est comportement de l'animal. Les soins, comment aussi le toilettage et tout ça, pour justement être toujours à l'affût là, si notre animal se sent bien ou moins bien là, pendant un atelier. C'est quoi les sortes d'animaux qu'on peut faire de la zoothérapie avec? Ah, il y a pas mal beaucoup d'animaux. Moi, je me spécialise plus avec les chiens, chiens, hérissons, lapins et j'ai aussi des rats. C'est pas commun, mais ça convient. Dans le fond, chaque animal peut convenir avec une clientèle différente. Comme moi, dans le fond, mes lapins, c'est des proies, donc je les prends plus avec des enfants qui ont un côté anxieux. Le hérisson, lui, par ses moyens de défense, va sortir ses piquants. Donc, je le prends plus comme les enfants qui ont de la difficulté avec leur colère, avec leurs émotions. Et les rats, ben, c'est un animal qui bouge vraiment beaucoup. Donc, je le prends plus avec des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Donc, il s'associe beaucoup à l'animal. Là. Il est comme moi. Des fois, il y a de la misère à se calmer, il y a de la misère à s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai Germain avec moi. Germain qui est un petit caniche moyen de 3 ans. Germain, c'est mon chien, dans le fond, qui m'accompagne en zoothérapie. Il a été désensibilisé. Dans le fond, on l'a formé ensemble. Il a été dressé pour faire de la zoothérapie, venir avec moi. Germain, dans le fond, lui, il convient pas mal à toutes sortes de clientèles, sauf c'est comme un chien, comment je dirais, un chien passe-partout. C'est pas tous les animaux qui sont capables de faire ça. Puis il faut quand même respecter ses besoins puis qu'est-ce qu'il nous communique. Sinon, aujourd'hui aussi, j'ai mon petit hérisson qui s'appelle Minifée, petit hérissonne là, de presque 1 an. C'est quoi les bienfaits de la zoothérapie? Il y en a beaucoup. Dans le fond, juste par sa présence, le chien, il va produire une hormone chez les humains qui s'appelle la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. Donc, juste par sa présence, il va produire ça chez les humains. Aussi, il y a des études qui ont été montrées que le chien pouvait baisser la pression artérielle chez certaines personnes. Donc, déjà, en partant sans avoir fait un atelier ou commencé à travailler un objectif, on a déjà des bienfaits. L'animal va nous servir un peu de miroir, si on veut. Donc, on va être capable de mettre l'animal à la place de la personne, faire des liens avec l'animal, comment il se sent, et avec la personne. Ça va être aussi un agent de motivation. Il va être là justement pour motiver la personne ou l'enfant à aller plus loin. Ça devient aussi un agent de communication. Donc, il y a plein de bienfaits là, en zoothérapie. Je me suis formée en sciences cognitives du langage, donc j'intègre de la lecture et les animaux. C'est une pratique qui s'appelle la lecture assistée par l'animal. Donc, on va aller chercher les composants de l'écrit. On va aller voir les inférences, comment l'histoire peut terminer. On va aller voir tout ce qui est aussi au niveau du vocabulaire. Et après ça, dans le fond, on va avoir une partie avec l'animal. Donc, je choisis toujours un livre qui est en lien avec les animaux que j'apporte. Comme aujourd'hui, on a un livre sur un chien qui s'appelle Moustache. Et le chien, dans le fond, dans mon livre, il parle dans son langage de chien. Et après, nous, en deuxième partie, on essaie d'analyser ce que Germain nous dit durant l'atelier. Germain nous communique plusieurs choses. Il va nous dire « Ah, je veux jouer », il va nous dire « Ah, je vais aller voir les amis ». Fait qu'il va nous montrer ses signaux, là, puis ses moyens de communication, là.
Dans le fond, j'ai un site internet, c'est www.piquetpoil.ca. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Donc, c'est ça, je me déplace en Gaspésie. J'ai plusieurs autres services. J'ai des programmes scolaires en zoothérapie sur l'anxiété, sur les émotions, les habiletés sociales. Je fais aussi des visites animalières, zoolecture et aussi des suivis individuels là, pour les petits cocos qui ont des difficultés. Merci, Linda, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup. Samedi dernier, les courses de drague de motoneige ont eu lieu à Passepébiac, attirant de nombreux passionnés de motoneige. Les courses se sont enchaînées toute la journée dans une atmosphère de bonne humeur. Télévague était présent sur place pour capter des images. Alors, sans plus tarder, voici notre reportage. Steve, dans les années passées, là, votre drague, vous étiez indépendant. Pourquoi vous avez intégré un circuit? Parce qu'avec les règlements, là, oui, juste avec tout le monde. De même, là, le coureur qui vient, qui n'est pas conforme, quand même qu'il voudrait s'inscrire, il ne passera pas à balance. Alors, passer à balance, tout, c'est juste pour tous les coureurs au complet. C'est quoi la différence d'être d'un circuit fédéré? Ben, le circuit fédéré, là, c'est que les coureurs qui font les circuits fédérés accumulent des points. Puis à la fin de l'année, avec le championnat, ben, les gars, il y a le champion dans chaque catégorie à la fin de l'année de tous les coureurs. Vous, là, vous avez organisé l'événement aujourd'hui. Avez-vous une équipe avec vous? Oui, on a un comité. Ça prend les commanditaires, les bénévoles pour faire une équipe au complet. Marc, tu es responsable de quoi aujourd'hui à l'événement? Moi, je suis responsable du système de lumière, donc les capteurs au départ, les capteurs à l'arrivée. Je gère le système de lumière. Je fais partie de l'équipe à Steve comme bénévole aussi. Je fais partie du comité des courses. C'est une première pour nous autres cette année avec le départ sur poussière de pierre. Donc, c'est nouveau. C'est des règlements que la fédération, donc pour être égal à tout le monde. La première vue, ça devrait bien fonctionner. C'est une première, mais on est confiant. C'est quoi les qualités essentielles pour être un bon coureur de drague? De un, être pas trop lourd. Ça aide beaucoup. Être rapide sur le départ. Comme on dit, pas dormir sur la lumière. Donc, en partant, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de courses? Il y a 24 catégories. C'est comment long, les pistes de drague? La piste a 660 pieds. On a 1250 pieds de shutdown pour arrêter. Puis les Pro 55 vont courser sur 500 pieds. Puis il va y avoir 1415 pieds de shutdown pour la sécurité. Qu'est-ce que vous faites comme inspection ces motoneiges avant les courses? L'inspection, c'est le tech avec Sébastien Lahaye qui fait le tech au complet, qui inspecte et pré-tech avant le début de la course avec la pesée. Puis quand c'est fini, les catégories toutes finies, ceux-là qui gagnent première place et deuxième place passent au tech, mesurent le diamètre des cylindres avec la course des cylindres pour déterminer le CC de la motoneige. Jusqu'à présent, avez-vous beaucoup de participants? Là, on le sait pas, on devrait être des alentours de 90 à 100 machines. Va-t-il avoir des beaux prix pour être gagnant? D'après moi, là, on a au-dessus de 10 000 de bourses à donner. Merci, puis bonne journée. Merci à vous autres. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 23 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!